Merci, professeur Choni. Vous l'avez dit, c'est une amitié qui date de plusieurs années, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut toujours remercier. Et je te remercie de m'avoir invité à ce grand forum, et forum que nous avons bâti tout doucement depuis plus d'une année. Je salue également tous les participants à cette session, ce panel sur la digitalisation. A priori, on voit neurochirurgie, radio, maladie tropicale. Alors, on se demande s'il y a vraiment un lien entre tout ça. Mais je voudrais dire que la digitalisation, ce n'est pas seulement la technologie mobile, ce n'est pas seulement Internet, ce n'est pas seulement la télémédecine. Il y a beaucoup d'autres choses, notamment le changement de paradigme que le personnel de la santé devrait avoir par rapport à ces innovations. Et nous pouvons dire que la digitalisation part du diagnostic clinique, du diagnostic biologique jusqu'à la prévention. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le professeur Saïd qui va nous parler de la neurochirurgie au CHU. Je voudrais laisser les autres panélistes intervenir avant d'aborder la médecine tropicale et le paludisme. Donc, professeur, vous avez la parole. Hassan. Oui, j'ai confié la présentation à Hassan. Parce qu'elle n'a pas encore mis. Je lui ai confié. Ça y va? C'est Shirley. Tu peux l'appeler parce que je lui ai confié la présentation. La neurochirurgie au CHU de Marrakech, à l'université. Oui, peut-être pour gagner du temps. Oui. Désolé. ممكن يخدم لك الفين والفيلم صافي نخلط فيرمي فيرمي وتفير Bonjour tout le monde. Donc, à mon tour de présenter un peu un aperçu sur une idée qui est venue à professeur Idrissi. Donc, je suis honorée déjà d'être parmi vous dans ce forum. C'est ma première fois. Et l'idée de construire un réseau africain d'imagerie médicale, c'est une idée proposée par professeur Idrissi. Moi-même, je vais juste présenter ma vision des choses. J'espère que je vais répondre à son idée
on est un peu différente. Professeur Idrissi, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de rêves, beaucoup de positivité, c'est très bien. Moi, de mon côté, il y a le positivisme, mais il y a surtout, je m'attarde un peu sur les limites. Donc, vous allez voir, j'ai essayé de faire quelque chose qui nous ressemble à nous deux. Et je commençais par parler, me mettre un peu dans l'ambiance de la séance ou du panel et de parler de la santé digitale qui n'est autre que l'utilisation de techniques d'information et de communication. Elle revêt plusieurs aspects sans être limitatif, mais un aspect particulier, c'est la téléradiologie qui fait partie de la télésanté en général. Et peut-être un petit mot sur le e-learning qui est très essentiel pour faire développer la télésanté. On ne perçoit pas, tous les composantes sont intriquées, mais surtout le e-learning et la télésanté, pour un professionnel de santé, ils sont très intriqués et très complémentaires. Donc là, c'est juste un rappel sur les différentes actions entretenues en Afrique par moyen de M-Santé, c'est-à-dire de téléphone mobile. Ça s'étend sur plusieurs pays. Ça s'intéressait à plusieurs domaines. On restait classique en voyant ici le malaria, la HIV, la tuberculose, mais il y a des nouveautés. On s'intéresse également au cancer, ce qui est très bien. Actuellement, il faut s'intéresser aux nouvelles maladies émergentes au niveau du continent. Donc, un petit mot sur l'imagerie médicale. On ne peut pas percevoir l'imagerie médicale sans percevoir la digitalisation. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de numérisation, il n'y aurait pas de modalité d'imagerie médicale. Et donc, particulièrement, il y a le développement d'autres moyens comme le PAX de connectivité qui a fait expulser. Pardon ? Alors, je continue. Donc, avec l'avènement de la digitalisation, mais également d'autres avancements technologiques comme l'intelligence artificielle, on peut voir dans une ou deux diapos que j'ai mises, que ça peut être très important en complémentarité à la téléradiologie dont je vais parler. Donc, ça ne défile pas. Voilà, donc tout au long de l'exposé, je vais parler initialement de la téléradiologie, brièvement vraiment une diapo sur l'e-learning, en mettant l'accent de temps en temps sur l'expérience locale. Je ne prétends pas résumer l'expérience locale, mais quelques aspects de l'expérience locale. Je vais parler de l'imagerie médicale et de la téléradiologie au continent africain. Bon, c'est le fait de faire le diagnostic de ce qu'on a et de ce qu'on doit avoir ou les besoins, c'est qui va nous ramener à imaginer un réseau africain d'imagerie médicale. Donc, c'est quoi la téléradiologie? C'est une imagerie, et la radiologie, c'est de l'imagerie, donc c'est une modalité d'imagerie. Ça peut être une radiographie standard, c'est-à-dire une seule image, et vous imaginez, c'est transféré, traité, c'est facile, mais ça peut être des modalités plus complexes où on a une centaine, voire de milliers d'images à transférer. Dans ce cas, il faut vraiment un réseau particulier pour le faire. Donc, ces images qui sont produites dans un site vont être transférées via soit un PAX, un mobile ou via Internet. On peut imaginer tous les moyens possibles pour le faire et interpréter à distance, soit à distance par un premier avis, par un radiologue, ce qu'on appelle, c'est le télédiagnostic, soit un second avis, c'est la téléexpertise, soit par un réseau d'intelligence artificielle, ce qui pourrait révolutionner vraiment et donner de l'aide à la radiologie en Afrique. Donc, juste pour vous montrer cette différence de capture d'image, là, c'est une image qu'on a pris d'un appareil analogique. Donc, l'image, vous voyez la qualité, on a pris l'image avec une capture par caméra téléphonique. Là, l'image qu'on a prise
par du système digital, donc une image digitalisée. Et donc, vous voyez, si vous voyez déjà l'écriture, c'est plus net et c'est plus diagnostique. Donc, on peut avoir les deux. En Afrique, on a beaucoup de zones où c'est comme ça qu'on peut prendre l'image. On n'a pas la chance de la prendre de cette façon. Donc, comment transférer l'image? Quelque chose très en vogue dans le monde entier, même dans les pays les plus développés, c'est le WhatsApp. Donc, si c'est une seule image, je parlais tout à l'heure de la modalité radiographie, on peut transférer facilement. Ça, c'est des images que j'ai reçues il y a quelques semaines. Et puis, si on a une modalité où il y a 1 millier d'images, là, par exemple, on a besoin d'aller de prendre sur la console sous forme d'une vidéo la succession des images. Pour l'efficacité, pour les performances diagnostiques, c'est certes les images sur impact, c'est-à-dire le système dédié à l'archivage et le transfert d'images sont meilleurs, mais avec un smartphone, ça reste bien, ça reste très diagnostique, ça reste très performant, surtout pour des pathologies particulières, des pathologies de l'urgence comme le péritoine ou le diagnostic de pneumothorax. Ça, j'ai tiré d'une étude sud-africaine publié en 2022. Donc, qu'en est-il d'imagerie médicale en Afrique? Je vais parler des ressources africaines en imagerie médicale. Donc, déjà, la diapositive, elle est certes ancienne, mais elle traduit un peu la réalité locale. Donc, beaucoup de populations mondiales localisées en Afrique, beaucoup de charges ou de morbidité, de maladies qui étaient là à transmission interhumaine ou de maladies émergentes, et puis en contrepartie, un PIB bas, moins de ressources pour financer le secteur. Mais on ne va pas s'attarder sur nos limites, on va voir nos opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, déjà, sur le plan équipement en radiologie, est-ce que pour pouvoir transférer des images, pour pouvoir faire de la radiologie, il faut qu'il y ait un équipement de radiologie? L'OMS, elle préconise au moins 20 unités de radiographes et 20 unités d'échographes au minimum pour 1 million d'habitants. Or, si on voit par exemple ce tableau que je tirais de la littérature, vous voyez qu'il y a certains pays où on n'est même pas à la moitié pour les radiographies. Là, par exemple, à 9, là, à 14 et à 12. Donc, sans parler des autres modalités qui sont très, très peu représentées à travers l'Afrique. Donc, pour l'échographie, je n'ai pas trouvé de données. C'est une audit zimbabwéenne, mais le pays avait la chance d'avoir des échographes en quantité. Pour le contexte marocain, heureusement, l'équipement, ça, c'est pas représentatif, c'est 2019, donc c'est pas actualisé et ce n'est représentatif que du public. Donc, on a beaucoup plus de ressources si on collecte public et privé et on est au-delà de ce qui est recommandé par l'OMS. Qu'en est-il des ressources humaines? Et c'est sur ce point qui est le point crucial qui doit donner naissance à ce projet de réseautage ou de réseau entre radiologues africains. En sachant que sur le continent africain, 14 pays de l'Afrique subsaharienne n'ont pas un seul radiologue au pays. Et en sachant, en regardant les chiffres ici, de radiologues, fraction radiologue par rapport à la population générale, vous voyez, à part la Tunisie, où on est à peu près un radiologue pour 15 000 habitants, ou par exemple, le meilleur, c'est la Mauritanie également, parce qu'il y a peu d'habitants et assez de radiologues par rapport au nombre d'habitants. Donc, on est à peu près dans les 100 000 et plus. Il y a des pays où il y a, j'ai compté là, un radiologue pour 1 million d'habitants. Donc, c'est
très peu, c'est très peu représenté. Les radiologues ne sont pas là, alors que la radiologie elle est cruciale pour faire un diagnostic. Si on n'a pas un diagnostic, on ne peut pas améliorer la prise en charge des patients. Et donc, comment y pallier? Si on n'a pas ce réseau, si on n'a pas la téléradiologie, on ne peut pas y pallier. Déjà, ça ne fait pas partie de la radiologie en Afrique, mais l'Internet en Afrique. Certes, il y a beaucoup de progrès, mais il reste à faire. Il y a des zones très peu desservies par l'Internet. Ça pourrait éventuellement représenter une limite, mais il ne faut pas le voir comme tel. Il faut voir que l'espoir dans l'avenir est que peut-être, je vais le dire par la fin, peut-être en faisant avancer les choses, ça accélérerait le process. Donc, je parlerai de la téléradiologie en Afrique et des expériences téléradiologie en Afrique. Alors, je commence par cette revue. J'ai vu des revues de la littérature. Cette revue qui vient d'être publiée, revue nigérienne, et qui rapporte 59 articles sur la téléradiologie. La plupart, ça s'étend depuis 2010 jusqu'à 2019, sur 10 ans. Et donc, elle rapporte surtout les aspects techniques de la téléradiologie, l'implémentation téléradiologie. Il y a d'autres articles sur lesquels je suis revenue qui font partie de la même étude. C'est des articles d'ONG qui décrivent comment ils ont pu implémenter la téléradiologie en Afrique. Et il y a un qui décrit une expérience très importante au Nigeria. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de ces articles? Pour l'implémentation, ça n'était pas décrit dans l'ensemble des articles. On a 4 expériences décrites. Au Mali, ils ont décrit l'expérience, c'était en 2012, ils ont décrit l'expérience avec beaucoup de précision et que le système, et c'était un système reliant 3 hôpitaux à ce site où ça a été fait le projet de téléradiologie. Et donc, c'était du local, c'était du malien qui va interpréter pour le malien à distance. En Angola, c'était une ONG qui a installé une low-cost digitalisation, c'est-à-dire une radio qui donne que des clichés et qu'ils ont digitalisé pour pouvoir transférer à une ONG qui va interpréter ces clichés. L'Éthiopie, malheureusement, il y a eu un projet, mais il y avait échec d'implémentation de la téléradiologie dans ce pays. Et l'article est très important parce qu'il décrit pourquoi il y a eu cet échec. Et puis au Nigeria, où il y avait une implémentation d'impact, et là, il y avait une société savante qui a intervenu. Les sociétés savantes, à côté des ONG, ils sont très importants. Donc, tout ce qui est scientifique, ça peut ramener des fonds et ça peut propulser, ça peut donner un peu de booster la pratique médicale. Donc, pour la capture d'images, il s'agissait souvent de radiographie standard. Souvenez-vous, une seule radiographie. Le système de radiographie numérique est le plus utilisé pour prendre ces images. Il y avait des caméras digitales, également les caméras téléphone, c'est facile, mais on recommande dans les écrits que ça soit plus de 12 mégapixels. Pour la connexion et l'envoi des images, ça s'effectuait par email, mais rarement, et ça c'est des choses importantes à dire, rarement par web-based les PACS de la télémédecine. Donc, c'est des ONG qui installent ce genre de dispositif. Mais si l'ONG sait qu'il y a des volontaires qui peuvent interpréter pour une zone, ils peuvent leur installer. Il y a plusieurs ONG qui peuvent faire ça et il y a des sociétés savantes qui peuvent faire ça. Et puis, pour l'interprétation, je mets l'accent sur que l'interprétation, c'était fait par des volontaires européens et américains relevant des ONG ou des centres de recherche. Et rarement, dans l'exemple malien, c'était radiologue du même pays. Donc, pour le coût-bénéfice, il n'y a pas eu une vraie étude coût-bénéfice. Ça manque un peu chez nous. Donc, pas d'analyse vraie. Mais au Mali, il y a eu une étude de l'efficacité ou de l'apport de ce système. Et ce n'était pas rien. Ça a montré en 2012 que ça permettait un meilleur diagnostic, ça permettait l'amélioration des thérapeutiques dans un tiers des cas, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et un point essentiel, ça permettait l'apprentissage pour le personnel. Parce que si on met l'ONG d'un côté
elle est là, elle aide, mais l'apprentissage, il est meilleur. Il ne nous aide pas à pêcher, il nous donne le poisson. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, apprentissage pour le personnel est crucial et très important. Donc, je passe sur le reste. Petite expérience avec un centre de recherche, ça ne rentre pas dans une ONG, mais c'est une recherche avec l'Ouganda qui a été faite en 2018 sur les radiographies de patients ayant des tuberculoses et HIV, et ils ont, au lieu d'interpréter par les radiologues, ils ont les images de l'article, ils ont pris les images qui sont analogiques sur cliché par des appareils mobiles, ils ont transféré dans un serveur ou pour un appareil, un logiciel d'intelligence artificielle, et le logiciel a transféré au médecin, pas au médecin obligatoirement, parfois il y a juste professionnel de santé, il y a le technicien qui fait la radio. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le logiciel? Il a annoté, il a montré la zone où il y a le problème, et il a montré c'est quel problème, est-ce que c'est une cavité, est-ce que c'est de la pleurésie, est-ce que ça fait partie des signes de tuberculose. Et à la surprise de la centre de recherche qui tenait juste à évaluer ce logiciel d'intelligence artificielle, il avait des résultats hyper satisfaisants avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Alors, je passe sur le learning parce que je dois me déconnecter pour montrer juste une vidéo. Donc, je la laisse peut-être par la fin, je me déconnecte et je vous la montre. Et je passe au vif du sujet, c'est vers un réseau africain d'imagerie médicale. Donc, pourquoi la collaboration africaine? Depuis tout à l'heure, il y a des expériences quand même dans l'Afrique, des expériences de téléradiologie, des ONG, des sociétés savantes. Mais pourquoi une collaboration? Parce qu'on est dans les mêmes cadres nosologiques. Je ne parle pas personnellement au Maroc, mais il y a des pays. Lorsqu'on parle de réseau, je veux bien expliquer. Je ne parle pas réseau Maroc, autre pays. Je parle réseautage entre les pays eux-mêmes. On va voir, il faut diagnostiquer le besoin par la suite et il faut par la suite voir quelle collaboration serait la meilleure pour les différents protagonistes, pour les différents pays. Et parce qu'on va sortir justement de ce cadre d'ONG associatif, on va rentrer dans un cadre scientifique de collaboration. Ça, c'est essentiel. On va dépasser que le diagnostic et voir vraiment les résultats sur le champ, mais voir des résultats à long terme. Donc, si on rentre dans un cadre scientifique, on va se former, on va montrer par la suite, on va se former, on va former les autres, et ça ne peut que donner un souffle vers la radiologie en Afrique. Et parce qu'il y a, je parle là également pas entre Maroc et les autres, mais il y a des similitudes sociales, économiques et culturelles dans le dialogue. Quand on va parler ensemble, des pays ensemble, ils se comprennent, ils ont des similitudes. Et donc, il faut cette collaboration, c'est un besoin, on n'a pas le choix, il faut la mettre. Et puis, comment créer le réseau? C'est parce qu'il manque. On a des résidents en formation au Maroc, par exemple. On a là, j'ai compté à Marrakech 12 résidents dans 6 pays. Et à travers ces résidents, j'ai déjà demandé de me donner les mails des radiologues qu'ils ont dans le pays, qu'ils ont dans le CHU, avec qui on peut collaborer. Non seulement ça c'est du non formel, on peut passer par le formel. On a des sociétés de radiologie en Afrique, il y a la société marocaine qui collabore déjà avec la société tunisienne. Il y a un point commun ou un point d'ancrage ou un point de liaison qui est la société française qui chapeaute la société de radiologie d'Afrique noire francophone. Donc, à travers cette société qui compte 12 pays, ou à travers ces sociétés savantes, on peut établir des relations entre différents pays ou faire établir des relations entre d'autres pays, entre eux, pas obligatoirement au Maroc, autres pays. Et puis, pour les domaines de collaboration, ça dépend du contexte, ça peut être du télédiagnostic. Dans le même pays ou entre pays, on peut désigner des
des résidents d'année terminale pour faire quelques séances d'interprétation pour les... D'accord. Pour faire l'interprétation de radiographie émanant d'autres pays. Ça peut être de la téléexpertise avec des pays ayant des hyperspécialités en imagerie médicale. C'est-à-dire, lorsqu'on a un cas qui pose problème ailleurs, c'est sûr que c'est dans les pays les mieux équipés, mais que ça peut s'établir. Mais également, ça peut rentrer dans le e-learning. Tout le monde actuellement fait des staffs à distance. Et nos staffs, je tiens peut-être à vous montrer à la fin de la vidéo, on fait des staffs, on partage en temps réel les radiographies. Pourquoi la vidéo? Parce que je vais vous montrer qu'on est dans le même contexte à peu près. Donc, on fait des staffs, des congrès virtuels et ça ne peut qu'enrichir l'apprentissage mutuel. Il y a des cadres nosologiques qu'on ne voit pas chez nous, qui sont chez d'autres pays et vice-versa. Et puis, pour terminer avec cette carte conceptuelle où tout est lié. Donc, il faut obligatoirement de l'équipement radiologique, de la connexion Internet, un système d'échange qui soit là. Mais, et ça, c'est la volonté politique, c'est les ONG, c'est sûr, mais il y a les sociétés scientifiques également. Il y a les connexions entre différents radiologues. Si on fait un projet, si on fait des connexions entre nous, si on fait des actions, on va obliger cette partie à bien équiper. Sine qua non, ça, ils n'ont pas le choix. Il faut mettre en place, mais il ne faut pas se satisfaire. On va mettre en place peut-être un petit modèle qu'il faut évaluer et faire expandre. Et puis, il faut contextualiser le contexte spécifique à chaque pays. On ne va pas parler d'hyperspatialisation. On peut faire à distance dans le cadre d'e-learning entre des pays, une hyperspécialisation en radiologie avec des séances à distance. Mais ce n'est pas valable pour tous les pays. Je dis 14 pays n'ont pas un seul radiologue. Et l'expertise, ça va en fonction. Est-ce qu'on est avec un pays qui a des radiologues hyperspécialisés ou pas? Il y a des couvertures des zones rurales éloignées dans certains pays. Donc, selon le besoin du pays, on va contextualiser et faire cette liaison et faire cet échange ou cette collaboration. Ça ne peut que donner une amélioration de la formation et une amélioration du système sanitaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Avec tant de passion, vous nous avez... Peut-être la vidéo. Merci. Votre vidéo de combien de temps? Non, c'est quelques secondes. Alors, je ne sais pas comment... Technicien qui l'ont... C'est pour vous montrer, c'est un Google Meet, c'est free, et ça, c'est pas un PAX, c'est partir des images de PAX. Malheureusement, on a le PAX, mais on ne peut pas partager tout le temps, il y a toujours des problèmes. Donc, je reviens avec la vidéo. Vous voyez, c'est un logiciel open source. Donc, on utilise, nous aussi, des choses open source, low cost, pour faire notre travail. Et avec ça, c'est de l'apprentissage avec le radiologue, avec le résident. D'ailleurs, on peut partager des cas, faire une salle d'interprétation virtuelle. Entre nous, on va interpréter même si on est dans d'autres pays distants. Et en même temps, on peut enseigner avec ce genre de choses. D'ailleurs, on enseigne avec ce genre de moyens faciles, open source. On enseigne aux résidents et on fait nos staff ensemble. Merci beaucoup. Cette présentation rejoint en partie ce que nous avions dit dans le panel précédent, notamment les ressources humaines dans nos pays. 14 pays qui n'ont pas de radiologue. Ça, c'est vraiment... Oui, oui, tout à fait. Quand moi, j'ai commencé par
abordé la digitalisation, la première chose que j'ai eu à constater, c'est la télémédecine à travers les radiologues. D'une ville à une autre, on pouvait communiquer, ne serait-ce que par WhatsApp. Aujourd'hui, en Afrique, sur le continent, la plupart de nos pays ont au moins 80 à 90% d'utilisation de la téléphonie mobile. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Le professeur neurochirurgien. Le temps avance, j'espère que la glycémie n'a pas complètement chuté. Je vais donner la parole au professeur neurochirurgien pour sa présentation. Merci beaucoup, madame. Bonjour tout le monde. Je suis très ravi de participer à ce forum sur l'innovation en santé. Merci et bravo aussi, Chulip, d'avoir réuni toute cette assistance et merci au comité d'organisation. Je vais essayer de vous faire part un peu de l'état des lieux de la neurochirurgie au CHU de Marrakech et à l'Université Qadi Ayyad, tout simplement pour montrer aussi un peu les possibilités de soins offerts aux patients et les possibilités d'encadrement dans notre centre. Je vais essayer d'être rapide, ça ne passe pas. Alors, pour vous donner une idée un petit peu sur la pratique de la neurochirurgie à Marrakech, durant la période 1990-2000, il y avait l'hôpital Ibn Tufayl qui à l'époque n'était pas universitaire, il y avait l'hôpital militaire à Vicenne. Ensuite, il y a eu la période 2001-2016 où la faculté a ouvert ses portes et puis l'hôpital Ibn Tufayl était devenu universitaire. C'est un service de neurochirurgie que j'ai dirigé sur cette période de 2001 à 2016. Il y avait l'hôpital militaire à Vicenne, bien sûr. Ensuite, en 2016, il y a une ouverture d'un nouvel hôpital, l'hôpital Al-Razi, au CHU. Et on m'a confié la gestion de ce service. Et à l'hôpital Ibn Tufayl, il y avait le professeur Haniba qui est un membre de l'équipe et un de mes élèves qui s'occupe maintenant de l'hôpital Ibn Tufayl. Et toujours, bien sûr, l'hôpital Avicenne. C'est une capacité laitière d'environ 90 lits. Il y a 9 enseignants de neurochirurgie à Marrakech, il y a des internes en formation, 22 résidents en formation en ce moment, plus 30 neurochirurgiens diplômés de l'Université Qadi Ayyad, 4 neurochirurgiens africains diplômés du service. Ils seront partis, ils ont rejoint leur pays et j'espère et je pense qu'ils sont contents de la formation qu'ils avaient ici. Et c'est une occasion aussi pour moi de les remercier pour tout ce que vous avez fait aussi pour nos malades. 300 enseignants en formation. Bien évidemment, il y a l'apport des personnels paramédicaux et de soutien qu'il ne faut pas sous-estimer. Le service dispense des activités de soins, d'enseignement, de recherche et d'ouverture avec l'organisation de congrès, de séminaires, de workshops et assumant aussi certaines responsabilités administratives et de gestion. Alors, les domaines d'innovation sont multiples et variés. Je vais être très rapide. Ça peut être des innovations technologiques, économiques, sociales, institutionnelles, culturelles, scientifiques, dont l'intelligence artificielle. Je vais essayer d'être très rapide. Hein. Pourquoi? Parce que d'une part, pour gagner du temps. Deuxièmement, parce que le public n'est pas un public de neurochirurgiens. Donc, vous allez me supporter. Vous devez poser quelques types d'interventions, peut-être juste pour vous montrer un peu un panorama de pathologie prise en charge dans le service. Et je dirais que la neurochirurgie, c'est une des spécialités consommatrices de technologie. Donc, il y a beaucoup d'équipements, microscopes, endoscopes, navigation, stéréotaxie, échographe, etc., etc. Donc, quelques exemples de pathologies encore une fois. La traumatologie crânienne, on continue à recevoir beaucoup de malades traumatisés crâniens. Les traumas crâniens restent un fléau dans notre pays, malheureusement, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Il faut développer, bien sûr, la prise en charge préhospitalière, le rôle de la télémédecine, les traumas syntaxes. Il y a des progrès qui sont faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore je pense, beaucoup d'occasions d'amélioration. Bon, après l'accident, limiter, réparer les lésions cérébrales, c'est possible, moyennant la contribution de tout un groupe d'intervenants. C'est quelques exemples: un hématome extradural avec des contusions, malade dans le coma, un hématome sous-dural aigu opéré, évacuation de l'hématome. Les traumas médulaires, pareil, on reçoit beaucoup de traumatisés crâniens du fait justement de ces accidents. Là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Des efforts sont faits, mais il faut encore progresser. Quelques types de lésions traumatiques, rachis cervical traumatique avec des contusions de la moelle, etc. Le rachis lombaire dégénératif, les hernies discales, le canal lombaire étroit, la scoliose, le spondylolisthesis, c'est une pratique un peu courante dans le service. Donc, il y a beaucoup de... En sachant que l'activité rachidienne constitue quand même une bonne partie de l'activité du chirurgien, du rachis et du neurochirurgien. Quelques vues opératoires de sciatique opérées, qu'on peut opérer de manière ouverte ou conventionnelle, ou comment on peut les opérer aussi de manière
par l'endoscopie. C'est les techniques que nous utilisons dans le centre, dans le service. Toujours l'illustration d'une chirurgie sous endoscopie au niveau du rachis. Nous faisons aussi des cas un peu beaucoup plus complexes de rachis, notamment les scolioses, les instrumentations. Nous avons développé aussi dans le service la chirurgie percutanée en évitant de faire des incisions. Il y a des malades qu'on peut opérer avec simplement des incisions cutanées pour implémenter, mettre en place un matériel de synthèse. La pathologie malformative est riche et variée, hydrocéphalie, spina bifida, encéphalocèle, craniosténose, des malformations de la charnière. Voici quelques exemples. Une craniosténose opérée avec un vue préopératoire à gauche et une vue post-opératoire immédiate. Donc, ça permet de corriger la morphologie du crâne, de permettre au cerveau de se développer normalement et de corriger l'aspect un peu inesthétique. Un autre cas de craniosténose avec un crâne triangulaire en bateau, donc une trigonocéphalie, l'aspect pré-op et post-op immédiat, enfin, quelques jours après, avec une correction de la dysmorphie crânienne, l'hydrocéphalie. On implante pas mal de valves pour hydrocéphalie, traiter l'hydrocéphalie. On fait aussi de la ventricule cystéronostomie endoscopique pour l'hydrocéphalie. C'est quelques vues opératoires. Un endoscope introduit dans les ventricules pour ouvrir le plancher du V3 et traiter l'hydrocéphalie et éviter la mise en place d'une valve. Les spina bifida, pareil. C'est des malformations du système nerveux. Ça, c'est des malades de service. Pareil. Ce qu'on a introduit aussi récemment, c'est un peu le monitoring électrophysiologique péropératoire. Donc, on opère des malades en monitorant l'activité électrophysiologique pour éviter des déficits post-op. Les tumeurs, il y a beaucoup de tumeurs, on reçoit beaucoup de tumeurs cérébrales et on utilise les équipements dont je vous ai parlé tout à l'heure, la navigation, la stéréotaxie. On a développé aussi la chirurgie éveillée. Je vais vous montrer quelques illustrations. L'intérêt de l'imagerie, professeur Idrissi ici présente, professeur Boualkhessi ici présente, connaissent un peu l'intérêt et l'utilité de l'imagerie, notamment la trachéographie pour voir les faisceaux et essayer de les préserver, de les épargner en chirurgie. Donc, l'imagerie, c'est vraiment capital pour une stratégie chirurgicale adéquate et pour éviter aussi des risques. Pareil, l'anatomie, c'est très important. L'anatomie, on insiste auprès des résidents en formation. Et on apprend tous, bien évidemment. En tant qu'enseignant, on apprend régulièrement. Le microscope opératoire est l'un des outils qui a révolutionné la neurochirurgie. C'est un outil très important, la microchirurgie. Bon, l'anatomie, la connaissance de l'anatomie, les techniques chirurgicales. Ce que nous avons aussi introduit dans le centre, c'est une chirurgie avec ce qu'on appelle l'usage d'un microscope à fluorescence. Il y a une fluorescence sur le site opératoire, ce qui permet de voir s'il y a encore des restes de tumeurs et on poursuit l'exérèse pour être assez large, pour faire une exérèse large de la tumeur cérébrale. Donc, c'est la microchirurgie sauf les microscopes à fluorescence. On en a dans le centre. Voici quelques aspects de tumeurs opérées, une grosse tumeur de la fosse postérieure avec une exérèse complète. Vous voyez l'imagerie à côté. En bas, le scanner post-opératoire aussi. Un autre type de tumeur de fosse postérieure avec un scan de contrôle qui montre une exérèse satisfaisante de la tumeur. Toujours des cas de service, grosse tumeur ventriculaire opérée, exérèse totale sur à gauche, vous voyez le scanner de contrôle. En bas, une grosse tumeur de la base du crâne opérée aussi avec une imagerie satisfaisante de contrôle. Donc, je disais qu'on a introduit le monitoring électrophysiologique péropératoire pour essayer de réduire le déficit post-op sur des pathologies un peu risquées, parce qu'il y a des malades qu'on opère et qui se réveillent avec une paralysie ou un trouble du langage. Donc, le fait d'introduire cette technologie de monitoring électrophysiologique péropératoire, c'est capital. Et je remercie beaucoup les neurologues aussi qui se sont investis avec nous dans ce champ de neurochirurgie fonctionnelle. La chirurgie éveillée, il y a un certain nombre de tumeurs situées dans des zones très éloquentes, très sensibles, près de la zone motrice du langage. Donc, nous avons commencé à les opérer en mode éveillé, on les réveille en pérope pour faire une cartographie cérébrale, pour faire ce qu'on appelle un brain mapping et déterminer les zones à risque à épargner pour permettre une exérèse tumorale sans induire de paralysie post-opératoire ou du langage. Ça, c'est des malades de service qu'on a opérés avec une stimulation en péropératoire, le malade réveillé. On fait une cartographie cérébrale pour voir les zones à épargner. Ça, c'est une vue, une imagerie du patient, une installation en bloc. Vous voyez sur l'image d'en bas à gauche, le patient est réveillé et on communique avec lui en pleine intervention, on teste le langage, la motricité, etc. Un autre patient du service aussi, pareil, même principe. Un autre malade, chirurgie éveillée. Voilà le malade au bloc, il est réveillé, on communique et puis on fait une exérèse tumorale. Pareil, un autre patient avec des exérèses satisfaisantes sans induire de déficit. Ce genre de malades qui ont des tumeurs en zone éloquente, on les aurait opérés en anesthésie générale et se réveilleraient avec un déficit. Donc, cette wake surgery, cette chirurgie éveillée permet quand même de faire des exérèses larges sans induire de déficit. Un autre cas,
d'un gliome diffus frontotemporal insulaire opéré de manière très large. Vous voyez le scanner de contrôle en bas et à droite avec une exégèse satisfaisante. Toujours pareil, même chose, je vais faire vite. Ça, c'est quelques questionnements un peu de spécialistes sur la chirurgie éveillée. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Cette chirurgie éveillée peut être combinée à la navigation aussi, en bloc, avec l'utilisation de la navigation. On en dispose aussi dans le service. Pour résumer un peu, une seule phrase, cette chirurgie éveillée est une occasion unique d'étudier in vivo les fonctions neurologiques en total respect de l'éthique médicale. Donc, on teste les fonctions du cerveau en péropératoire pour éviter les déficits. Bon, l'approche intégrée, l'approche cognitive, moléculaire, histologique, voilà. D'autres types de tumeurs opérées en conditions éveillées. Oui, ça, c'est l'installation avant la chirurgie. Le neurologue est au bloc, il installe ses électrodes pour qu'en péropératoire, on puisse tester les fonctions neurologiques et éviter les déficits. D'autres processus expansifs peuvent être aussi opérés. Ça, c'est un exemple d'incidatique, c'est autre chose. L'endoscopie de la base du crâne aussi, c'est des techniques qui sont développées dans le service. Ça, c'est des vues endoscopiques endonasales pour la chirurgie de la base du crâne. La chirurgie du rachis se fait aussi en endoscopie. On a introduit ces techniques dans notre centre, chirurgie endoscopique de la hernie discale, certains cas de thoracoscopie pour les hernies thoraciques. L'épiduroscopie, ça c'est la chirurgie du rachis par endoscopie. La pathologie vasculaire, donc les anévrismes, les malformations artério-veineuses. Donc, les cas d'anévrisme, d'hémorragie veineuse, suite à une rupture d'anévrisme, on les opère aussi. Bien sûr, il y a le traitement multimodal, il y a l'embolisation, il y a la chirurgie. Un cas de malformation artério-veineuse cérébrale profonde, opérée, avec une exégèse large, comme en témoigne cette angiographie post-opératoire qui montre la disparition de la malformation artério-veineuse cérébrale. La fluorescence, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Bon, on l'utilise aussi dans l'exclusion des anévrismes pour s'assurer que tout l'anévrisme a été exclu. C'est des images de fluorescence qui permettent de s'assurer de l'oblitération complète de l'anévrisme. Les conflits neurovasculaires, ça aussi, c'est des techniques qui sont faites dans le service. J'arrive à la neurochirurgie fonctionnelle et nous avons démarré aussi dans notre centre la chirurgie de Parkinson. On fait la stimulation cérébrale profonde, la DBS, Deep Brain Stimulation. Et Séchelet a été un des membres aussi initiateurs de ce projet de chirurgie du Parkinson dans notre centre. On en a opéré maintenant une série pas mal de malades réfractaires au traitement médical du Parkinson. Donc, on les opère avec des neurologues. Et je voudrais aussi remercier Steve Nazus qui nous avait aidé au début pour démarrer cette chirurgie. Le principe, c'est une chirurgie stéréotaxique cérébrale. On utilise un cadre de stéréotaxie. Ces stéréotaxies peuvent s'appliquer dans d'autres domaines de neurochirurgie, comme pour les biopsies, les évacuations des hématomes, etc. Ça, c'est des malades de service qui illustrent une chirurgie du maladie de Parkinson par une stimulation cérébrale profonde avec un monitoring de l'activité électrophysiologique péropératoire. Malade réveillé, bien sûr. Ça, c'est toujours un cas aussi de service, un malade parkinsonien stimulé, stimulation cérébrale profonde, par des électrodes qu'on implante dans les noyaux sous-thalamiques de façon bilatérale. C'est des interventions un peu longues. La navigation, c'est un outil aussi qu'on peut utiliser pour retirer des lésions profondes, difficiles d'accès et pour éviter de traumatiser trop le cerveau. Donc, la navigation, on dispose dans notre centre de cet outil. Ça donne des images comme ça. Donc, on se repère en péropératoire. C'est une sorte de navigation, une sorte de GPS du neurochirurgien en bloc qui permet de guider la technique. Bien sûr, le rôle d'anatomie dans ce genre d'intervention est crucial. Je le redis encore une fois. C'est un malade de service qui a une petite lésion profonde, repérée sur navigation et on a fait une exérèse totale. C'est le cas d'une fillette qui a un gliome frontotemporal insulaire très profond, mal situé à gauche sur l'hémisphère dominant. Il n'a pas de déficit, il n'a pas de trouble de langage, donc on l'a opéré en combinant les différentes technologies. On a utilisé le microscope, la navigation et la chirurgie éveillée pour faire l'exérèse de cette lésion et ça s'est très bien passé. Donc, pour les lésions profondes, comme pour cette patiente, un gliome frontotemporal. Ça, c'est pour illustrer un peu la technique chirurgicale. Ce qui s'est aussi développé en neurochirurgie, c'est ce qu'on appelle le 3D printing in neurosurgery, l'impression 3D, maintenant, pour modéliser la pathologie avant et établir une stratégie sur la base d'une imagerie préopératoire avec l'impression 3D. Déjà, on mentalise un peu la procédure chirurgicale pour ne pas se retrouver de surprise en préopératoire. Donc, l'impression 3D pour les anévrismes, il y a des modèles pour hydrocéphalie.
de 3D. Il y a les modèles pour cranioplastie, on en a fait quelques dans le service, des modèles 3D, impression 3D pour la scoliose aussi. Dans notre centre, à l'occasion d'organisation de séminaires sur les nouvelles techniques en neurochirurgie, nous avons réussi à introduire pour la première fois au Maroc un certain nombre de techniques. Par exemple, la chirurgie des anévrismes intracrâniens complexes par technique de bypass. On a introduit l'échographie péropératoire en neurochirurgie. On avait opéré avec Mme Idrissi au bloc les cas sous échographie au niveau pour le cerveau, le microscope à fluorescence, la chirurgie percutaneuse du rachis et la chirurgie du rachis dorsal par thoracoscopie. Il y a une nouvelle technique aussi, c'est ce qu'on appelle la gamma knife, la radiochirurgie stéréotaxique gamma knife. Nous avons la machine, il est implanté à l'hôpital. On n'a pas encore démarré pour des raisons du Covid, parce qu'on devait démarrer il y a 2 ans. Comme la machine vient de Chine et comme on avait fait une formation là-bas, et sur le contrat, il était question que les neurochirurgiens chinois et leurs ingénieurs se déplacent sur place pour démarrer ces techniques. Donc on attend, je pense le démarrage est imminent. C'est pour traiter des lésions profondes, petites, d'accès difficile. Le rôle de la télémédecine, professeur Lage l'a très bien expliqué. Donc, c'est pareil en radiologie, ça s'applique aussi à la neurochirurgie pour éviter parfois les transferts inutiles de patients, pour donner un EV à distance, et conseiller, etc. La simulation, la neurochirurgie a aussi bénéficié de techniques de simulation parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire la première fraction malade, donc il faut toujours faire de la simulation pour éviter un peu les lésions sur les patients. Donc, je ne vais pas m'attendre là-dessus. Donc, vous connaissez un peu le principe de la simulation. Quelques exemples de simulation, drainage externe, ventriculostomie, hypophyse, rachis, etc. Je passe. Simulation d'un clipage d'anévrisme, c'est le même principe, mais je ne vais pas trop m'attendre pour ne pas trop vous retenir. Dans notre service, bien évidemment, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs types d'activités, soit enseignement, recherche, ouverture. Donc, c'est toujours un travail d'équipe et je voudrais rendre hommage à tous les amis et collaborateurs avec lesquels on travaille ensemble, main dans la main, la neurologie, l'anesthésie, la radiologie, l'anatomopathologie, l'oncologie, la radiothérapie, la rééducation, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Et on privilégie les RCP. On n'en fait pas beaucoup, mais il faut, de temps en temps, on les fait, mais les réunions de concertation pour les multidisciplinaires. Voilà, donc bien sûr, il faut l'assurance qualité. Je passe. Inutile de vous insister sur le rôle de la responsabilité sociale des facultés des CHU. Je passe. Alors, jusqu'à présent, toutes ces techniques, nous les faisons dans notre centre. Donc, nous sommes tout à fait disposés et prêts à travailler avec les amis, avec les pays d'Afrique. Bien sûr, nous apprenons ensemble. Ils vont nous apprendre des choses, on va leur apprendre des choses, on peut travailler. Donc, on peut développer ces techniques, on peut donner un coup de main. Nous sommes tout à fait disposés. Notre centre d'université est prêt à travailler ensemble dans le cadre d'une collaboration et coopération sud-sud. Les diapos que je vais projeter là parlent des techniques en projet. Nous n'avons pas encore réussi à introduire au Maroc, mais nous ferons en sorte, Inch'Allah, de les introduire. L'imagerie préopératoire, c'est très cher. Le scanner au bloc, l'IRM au bloc, ça coûte très cher. On n'en a pas encore pour des problèmes de budget. On peut opérer un malade, réséquer une partie de la tumeur, faire une IRM au bloc, s'apercevoir qu'il en reste encore, et puis y retourner pour compléter l'exérèse pour éviter une deuxième chirurgie. Pareil, toutes ces images illustrent des chirurgies au bloc avec IRM et scanner au bloc. Pareil, toujours la même chose, l'imagerie PEROP, je passe sur différentes indications crânien rachis. Toujours la même chose, imagerie PEROP. La chirurgie au laser, pas très cher, mais on ne l'a pas encore démarré. La stimulation de la moelle épinière pour les douleurs chroniques. La microdialyse cérébrale pour les traumas crâniens graves, ça se fait dans certains centres, la microdialyse cérébrale, pour monitorer le fonctionnement du cerveau. La psychochirurgie, vous savez qu'on peut faire de la chirurgie pour les maladies psychiatriques, hein, les troubles obsessifs compulsifs, la dépression grave. On commence maintenant à leur faire des deep brain stimulation, stimulation cérébrale profonde pour les maladies psychiatriques. Donc, ce qu'on appelle la psychochirurgie, c'est une sous-spécialité de neurochirurgie. On ne l'a pas encore démarré au Maroc. La chirurgie en robotique aussi, pas encore, c'est très cher, mais c'est dans certains centres qui ont les moyens et ils opèrent maintenant avec le robot. L'interface cerveau-machine, avec toutes les possibilités de réhabilitation sensorielle et neurologique des fonctions cérébrales perdues. Donc, l'interface cerveau-machine, toujours l'interface cerveau-machine avec les dispositifs médicaux implantés actifs, les stimulateurs, les prothèses, les sphincters artificiels, les implants rétiniens pour les malvoyants. Donc, ça, c'est
Voilà, les brain gates, etc. Donc, je vais essayer. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça à cause du temps, non, pour m'excuser, mais les interfaces cerveau-machine, problème des interventions rétiniennes, les progrès en biologie génétique et ingénierie tissulaire, ça c'est aussi c'est l'avenir. La chirurgie anténatale, il y a certaines pathologies qui peuvent être opérées en anténatal. Les spina bifida, par exemple, elles peuvent être opérées in utero. La chirurgie in utero n'a pas encore été réalisée au Maroc, donc ça reste un projet. Alors, the operating room of the future versus the future of the operating room. Le bloc de demain, ce sera un bloc intégré avec l'informatique, la navigation, tractographie, la robotique, etc. Donc, ce sera à l'avenir des blocs intégrés avec ce qu'on appelle les informatiques driven platform. Ça, c'est l'avant-dernière diapo. J'aimerais m'attarder quelques minutes sur cette diapo parce que je considère que c'est une diapo très intéressante. Donc, vous savez très bien sûr que il y a des difficultés, mais peut-être un contexte favorable. Et c'est sur les projets en cours avec un impact sur le développement de la médecine et de la santé au Maroc, le concept de besoins en santé, des transitions, etc. Il y a une nouvelle constitution au Maroc, enfin, pas nouvelle, elle date de 2011 déjà. Il y a un nouveau modèle de développement. Il y a un contexte d'ouverture et de stabilité du Maroc. Il y a un processus de généralisation de la couverture médicale en cours. Il y a un processus de régionalisation des soins, comme ça a déjà été abordé, avec un schéma régional de l'offre de soins. Il y a une mise à niveau des structures de soins. Il y a un projet de réforme des études médicales. Il y a la loi sur l'exercice de la médecine. Et puis, il y a la coopération, collaboration Sud-Sud. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et le cadre est là. Je pense qu'il faut profiter de cette ouverture, cet état des lieux pour essayer de progresser. Et je vous remercie de votre attention. Et désolé si j'ai été un peu lent. Encore une fois, les choses se recoupent parfaitement. Merci. Nous Merci apprenons beaucoup de choses. pour cette dernière diapositive. Tout à fait. La mutualisation de nos efforts, la mutualisation des équipements. Là, vous avez parlé du monitoring opératoire, du microscope à fluorescence, de l'endoscopie. Je pense qu'avec les réunions de concertation pluridisciplinaires, on pourra vraiment s'en sortir et mettre toutes les compétences pour réussir cette neurochirurgie. Merci pour cette présentation très passionnante. C'est vrai, le Maroc nous donne l'exemple. Le Maroc a encore des choses à faire, mais comparé à l'Afrique au sud du Sahara, je pense que nous avons intérêt à collaborer, à établir ces partenariats pour qu'on puisse, pour le bonheur de nos populations. Je voudrais maintenant donner la parole à Babacar pour sa présentation. Sur la digitalisation des structures de santé. Non, ça c'est moi. Bonjour tout le monde. Je viens en dernier et je sais qu'on a pris pas mal de temps. Ok, donc c'est bon, ça me rassure. Ok, donc là, le thème qu'on va développer, c'est la digitalisation des structures de santé, défis et atouts. Donc, tout de suite, une mise en contexte. Depuis 2005, l'OMS a fait la promotion de la santé numérique, compte tenu des problèmes
de gestion de santé dans les pays en développement et ils ont trouvé que la numérisation pouvait constituer une voie de salut. Et allant avec des études, ils ont même créé un département de la santé numérique et innovation en 2019. Donc, plusieurs études ont démontré que l'utilisation de la numérisation de la santé va permettre de réduire les coûts parce qu'au niveau des diagnostics et autres, on n'a pas besoin de faire une certaine redondance des tests. Donc, vous prenez un patient qui va aller voir un médecin, qui peut faire des tests, il va voir un autre médecin qui lui fait à peu près les mêmes tests. Donc, les coûts s'accumulent. Et il y a aussi l'augmentation de la qualité des soins parce que quand on a un dossier patient électronique, il y a une continuité des soins qui est là. Donc, on est capable de voir ce qui a été fait il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans, et donc avoir un profil médical beaucoup plus exact. Et tout récemment, avec la pandémie de la COVID, on a vraiment compris l'importance de la maîtrise des données médicales, c'est-à-dire pour vraiment gérer les cas et aussi savoir exactement comment allouer les ressources par rapport aux besoins qui s'expriment de façon différente selon les régions. Maintenant, le développement de la médecine préventive, parce qu'on sait que la médecine curative, elle est là, elle est inévitable, mais si on doit investir, c'est vraiment aller dans le sens de la médecine préventive. Et cette médecine préventive s'appuie énormément sur l'autonomisation du patient. Ça veut dire quoi? Il faut que le patient soit conscient de son état de santé, que le patient ait des outils, des éléments qui lui permettent de savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec sa santé. Et cela, ça peut se faire qu'avec une certaine digitalisation des applications mobiles qui permettent aux patients de savoir, par exemple, que leur taux de tension artérielle est un peu élevé et puis qu'ils doivent soit se reposer ou bien faire une activité de marche ou autre pour réguler. Maintenant, l'écosystème e-santé. La problématique de l'informatisation d'une structure de santé pose le problème, est-ce qu'une seule structure peut être informatisée alors que toute la région, toute la zone n'est pas informatisée? Est-ce qu'il y a vraiment des gains à avoir une seule structure de santé qui soit informatisée alors que l'ensemble des autres structures qui se trouvent autour de cette structure ne sont pas informatisées? Et là, on vient avec le concept de l'écosystème e-santé, c'est-à-dire une mutualisation. Le fait de savoir que l'information médicale n'est pas produite par une seule structure de santé. Il y a plusieurs structures qui contribuent à la constitution du dossier médical du patient. Donc ici, on va regarder quelles sont les parties prenantes, les différents acteurs qui interviennent dans cet écosystème e-santé, le réseau national e-santé, de quoi ça a l'air, le réseau de soins directement, après le système d'information hospitalier. Donc, on a le réseau, par exemple, e-santé, mais le réseau d'information hospitalier, ça s'applique à une structure qui a une délimitation physique. Après, on a les processus organisationnels. Dans un hôpital, dans une structure, il y a une certaine façon de travailler qui dépend de la disponibilité du personnel. Donc, que ce soit les niveaux de spécialisation et aussi les pathologies qui sont prises en charge par la structure médicale. Après, on a le dossier patient électronique. Quels sont les constituants du dossier patient électronique? Parce que c'est un terme un peu, je m'excuse, mais un peu fourre-tout. Donc, 2 ou 3 personnes peuvent parler du dossier patient électronique alors qu'ils ne renvoient pas exactement au même terme. Maintenant, après, on va aborder les atouts qui sont le plus souvent, comment dirais-je, parlés un peu partout dans les conférences et autres. Mais derrière tous ces atouts, il y a des défis parce qu'on n'arrive pas à acquérir ces atouts si on n'est pas capable de relever les défis. Maintenant, les parties prenantes, il y a le leadership national de la santé, donc ce soit le ministère de la Santé, les politiques,
que ce soit aussi les directions médicales régionales et autres. Donc, ce sont des personnes qui décident, qui ont du pouvoir de budgétiser et puis d'orienter comment les fonds disons, de la santé vont être dépensés par rapport aux problématiques qui sont posées. Il y a le management des structures de prestation de services de santé. Et ici, ce n'est pas juste les hôpitaux, mais il y a les pharmacies, il y a les centres d'imagerie, les centres d'analyse biologique et autres. Donc, tous ces prestataires qui œuvrent dans le domaine de la santé. Maintenant, après, on a les prestataires de services de santé, tels que le personnel soignant, médecins, infirmiers et autres, pharmaciens qui interviennent directement dans la santé de l'individu. Et il y a les usagers. Et là, j'avais toujours l'habitude de parler des patients, mais c'est le professeur Issa Diallo qui a toujours insisté pour dire qu'on doit parler des usagers. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être en bonne santé ou pas, mais qui, par exemple, sont là pour qui se préoccupent d'avoir un certain bien-être. Donc, on doit les inclure dans, comment dirais-je, le système, l'écosystème e-santé, parce que l'autonomisation des usagers se fait avec leur intervention. Après, on a les partenaires techniques et financiers. Et ici, en Afrique, on a beaucoup de partenaires, je dirais, techniques et financiers, des ONG, qui viennent avec des projets, soit pour valider des concepts et autres, et qui interagissent avec le ministère ou bien avec des centres de santé, postes de santé. Et bon, donc, il faut les inclure dans l'écosystème. Maintenant, ici, juste un schéma pour parler de l'écosystème. Donc, on a que ce soit des personnes qui sont à domicile avec des applications mobiles, le système d'assurance ou bien de mutuelle. On a les pharmacies avec la e-prescription. On a aussi également les intervenants des ONG et autres ministères. Donc, c'est tout un écosystème et c'est concentré autour de serveurs nationaux qui vont stocker l'information parce que chacune de ces structures va produire de l'information médicale, mais va aussi consommer de l'information médicale. Maintenant, la question, c'est de savoir, de façon autonome, vous pouvez produire et conserver, mais si vous voulez savoir ce que l'autre a produit, il faut qu'il y ait, disons, un terrain ou bien une zone de stockage national où l'échange de l'information va se faire. D'où l'importance d'avoir une certaine interopérabilité entre les systèmes. Et ça, c'est un peu le rôle de, disons, de l'État de pouvoir gérer cette partie. Maintenant, ici, c'est le réseau de soins. Ça veut dire que c'est le patient dans son parcours de soins qui va d'établissement de santé vers un autre établissement de santé. Et ces établissements de santé ici sont représentés là, centre médical A, centre médical B, centre médical C. Ils sont équipés avec leurs propres ressources, disons, de production de données et de consommation de données. Mais ici, on a un serveur central, un serveur national. Ils ne sont pas obligés de se connecter par Internet tout le temps, mais pour faire des échanges, ils sont obligés d'avoir, disons, une connexion. Mais il y a une certaine autonomie, disons, d'opération à l'intérieur de ces centres de soins. Maintenant, ici, en utilisant des technologies telles que Web API, qui permettent en fait de créer des ponts de communication entre soit la région médicale, ou bien le ministère de la Santé, ou bien ici les partenaires techniques. Donc, ça veut dire que c'est un système qui s'auto-entretient et avec ces ponts, on est capable de réguler la qualité et la quantité d'informations qui est fournie à l'autre partie. Donc, il y a une bonne sécurisation des données, mais il y a aussi une bonne personnalisation de la qualité des données. Maintenant, quand on rentre dans la structure de soins, on a ce qu'on appelle le système d'information hospitalier. J'ai discuté avec un collègue médecin mauritanien. Donc, un peu sa préoccupation, c'était que est-ce que le système d'information hospitalier peut s'ajuster
à un centre de santé ou bien un poste de santé. Dans le design du système, surtout quand on pense à l'Afrique, on est obligé d'avoir une configuration qui doit permettre d'adapter ce système à un centre de santé parce que les postes essentiels sont les mêmes. Le patient, il arrive, on gère le flot de patients et ici, un élément très important, c'est la caisse. Toutes les structures, il y a l'aspect économique. Il faut que le système inclue la comptabilisation des actes. Parce que dans presque toutes les structures, le minimum qu'on va avoir, c'est au moins un système de facturation. Et c'est le système qui gère la création du dossier patient, qui est un dossier administratif et financier d'abord. Mais si on regarde l'ensemble des activités financières, on peut avoir une certaine idée des besoins du patient. Donc ça, c'est une partie intégrante du système. On a une unité de soins dans un centre de santé ou poste de santé, ça peut être des infirmiers et autres. Ici, on a les services médico-techniques qui viennent en support, que ce soit pour le diagnostic ou bien pour le traitement, que ce soit la pharmacie, laboratoire ou imagerie. Et dans les postes de santé au centre de santé, ils vont avoir une petite pharmacie qui va être là pour dispenser au niveau de certains patients. Là, on a l'administration qui est toujours là. Donc, le modèle, il est là. Et selon la taille, l'importance de la structure hospitalière, il va y avoir beaucoup plus d'unités de soins ou bien des services médico-techniques beaucoup plus importants. Maintenant, une fois qu'on est dans la structure hospitalière ou bien le centre de soins, on a ce qu'on appelle le processus organisationnel. Donc, quand le patient vient, il fait un circuit. Il passe d'abord à la caisse ou bien à l'accueil. Après, il est pris en charge soit par les infirmiers. Après, il est vu par le médecin. Le médecin produit ce qu'on appelle une feuille de soins électronique qui est extrêmement importante, qui fait le lien entre l'activité financière, économique et l'activité médicale. Et après, on a les services médico-techniques tels que la pharmacie, laboratoire. Donc, ce circuit qui est là, c'est vraiment ce qui va déterminer le succès de la numérisation du système d'information. Pourquoi? Parce que si le logiciel n'est pas capable d'intégrer toutes ces étapes, à ce moment-là, il va y avoir certains acteurs qui ne seront pas inclus dans le processus. Et nous, ce qu'on dit, c'est que pour qu'un logiciel puisse réussir, il faut qu'il y ait au moins un certain travail en amont de tropicalisation, de personnalisation du système par rapport aux réalités locales. Et ça, on le voit à travers le développement des processus organisationnels. Là, je vous donne un autre processus organisationnel, c'est le circuit du médicament. Et ça, c'est lorsque, par exemple, un patient vient, il est hospitalisé, le plus souvent, il reçoit des traitements. Et les traitements, c'est d'abord le médecin qui vient, qui fait une consultation, qui fait une prescription. Il y a une analyse pharmaceutique qui est faite pour essayer de voir si, par exemple, la prescription est conforme et répond aussi aux besoins thérapeutiques du patient. Après, la pharmacie va faire la collecte de la donnée, des médicaments, préparer, dispenser et administrer le médicament. Donc, ce circuit doit être sécurisé pour les besoins de santé du patient, mais aussi point de vue économique pour éviter qu'il y ait un certain gaspillage ou bien une mauvaise gestion des ressources, comment dirais-je, médicales. Maintenant, le dossier patient électronique. Nous, notre concept de dossier patient électronique, il est global. Ça veut dire quoi? On a les données administratives et financières, on a les données des unités fonctionnelles, on a les données des services médico-techniques et on a les données de reporting et management. Donc, ça prend en compte tout ce qui touche la facturation, s'il y a
un épisode ambulatoire, le patient vient et il ressort, ou bien s'il y a une hospitalisation, s'il y a un traitement, s'il y a des soins qui sont prodigués, s'il y a une chirurgie qui est performée, ou bien si, par exemple, il y a des analyses qui sont effectuées, des explorations fonctionnelles. Donc, tous ces éléments sont inclus dans le dossier du patient. Et plusieurs acteurs vont avoir accès à différents aspects, disons, de ce dossier. Ceux qui sont du côté administratif n'auront accès que la partie administrative, ils ne verront pas la partie médicale. Et même ceux qui sont du côté médical ne verront pas certains aspects de l'information médicale. Donc, vous voyez, quand on veut développer un dossier médical électronique, il faut prendre tous ces aspects. Et ça, c'est différents acteurs qu'il faut, comment dirais-je, mettre. Maintenant, la feuille de soins électronique. Quand on informatise un processus médical, ce qui est important, c'est d'abord de codifier les actes médicaux. Et que ce soit la prescription, que ce soit les analyses, que ce soit l'acte que le médecin y pose, que ce soit une consultation ou autre, il faut numériser ça. Et ça va permettre d'avoir un lien entre l'activité médicale et l'activité financière que le patient, par exemple, va devoir payer. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une traçabilité totale de toute l'activité et de l'utilisation des ressources. Pour savoir, par exemple, qu'un laboratoire, dans une clinique, a fait, par exemple, 10 ou 20 tests de NFS durant le mois. Donc là, si vous avez des réactifs, vous pouvez savoir est-ce que tous ces réactifs ont été utilisés ou pas. Et on sait que dans nos structures, très souvent, il y a des activités parallèles qui sont menées par certains employés, le personnel. Et ces activités parallèles, quand on est dans un système papier, ça peut fleurir. Donc, il n'y a pas moyen nécessairement de mettre son gras là-dessus. Voilà. Donc, là, avec un système qui est basé sur, comment dirais-je, le dossier patient, là, on a la possibilité avec la feuille de soins électronique d'avoir tous ces aspects qui sont pris en compte. Maintenant, les atouts, ça c'est, je veux dire, c'est assez classique. Donc, au niveau de... Oh, oui. Au niveau de la gestion nationale de la santé publique, bon, on sait qu'il y a l'implémentation du DHIS2, District Health Information System, qui est là pour donner un peu des informations globales sur l'utilisation des services de santé et autres, et l'état des pathologies et autres. Donc là, avec un système d'information médicale, on a une fiabilité et accessibilité des indicateurs de santé publique. Il y a des informations capitales dont on va disposer pour faire la planification des ressources en santé. On a une excellente visibilité sur l'ensemble des activités de santé et, élément très important, il y a la souveraineté des données médicales. Parce que là, actuellement, les données médicales sont dans du papier. On n'est pas nécessairement souverain. Mais quand c'est électronique et qu'on a des serveurs nationaux et ainsi de suite comme ça, là, on a un meilleur contrôle de la sécurité de ces données et aussi de l'utilisation de ces données et aussi de pouvoir faire, comme on dit, du data mining de ces données. Donc, il y a un espace aussi numérique de santé interopérable. Maintenant, au niveau du management des structures, quels sont les atouts? On a des données économiques sur les services rendus, donc on peut voir un peu ses performances. Il y a des données sur la nature de la patientèle, ses besoins, la traçabilité et la transparence des activités médicales et les outils de planification de l'utilisation des ressources. Maintenant, pour les prestataires de santé, médecins, infirmiers et autres, ils ont d'abord un dossier patient électronique qui leur donne une vue vraiment précise de l'état de santé du patient. Donc, ils ont accès à des données qui sont précises et ils ont une meilleure prise en charge des patients avec une meilleure coordination des soins. Donc, des outils d'aide à la rédaction des comptes rendus d'actes médicaux et des diagnostics qui sont plus rapides et plus précis parce que ça s'appuie sur une meilleure connaissance du profil médical du patient. Maintenant, au niveau de l'usager, les atouts, il y a le carnet de santé numérique. Ça, c'est un outil fondamental pour l'autonomisation de l'usager. Il y a le suivi médical à distance qui se fait et il y a aussi d'autres services de télésanté. Et on a aussi un système de communication qui peut permettre
d'envoyer des alertes aux patients si, par exemple, ces mesures dépassent certaines bornes. Et là, on a aussi une banque de données personnalisée sur l'éducation thérapeutique du patient. Et là, vous voyez, la médecine préventive prend vraiment un peu le dessus parce que si, par exemple, un patient a une certaine condition, on peut lui envoyer des données de sensibilisation ou bien d'information sur sa condition ou bien comment contrôler certaines situations. Maintenant, au niveau des partenaires techniques et financiers, il y a une meilleure compréhension des enjeux parce que là, quand on a certains partenaires qui viennent, ils veulent intervenir, ils posent la question où est-ce qu'on intervient, et ainsi de suite comme ça. Si on n'a pas de données, c'est très difficile de dire, bon voilà, c'est là où le bas blesse. Là, avec des données médicales numérisées, on est capable d'avoir des rapports assez précis pour leur dire exactement quels sont les enjeux. Il y a un accès sécurisé et personnalisé des données du système d'information médicale qui permet à ces bailleurs de pouvoir accéder à l'information qu'on veut qu'ils accèdent et que ça ne dépasse pas ça. Et les investissements techniques et financiers seront beaucoup plus rentables. Maintenant, la fin avec les défis. Donc, au niveau du réseau national e-santé, il y a la stratégie nationale de digitalisation de la santé. Ça, c'est extrêmement important. La plupart du temps, on a énormément de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision globale nationale qui a été bien définie. Donc, les acteurs qui se trouvent au niveau régional, au niveau des postes de santé, centres de santé, même s'ils ont des initiatives individuelles, ils ne peuvent pas nécessairement très bien aller. Pourquoi? Parce que ça ne s'inscrit pas dans une dynamique nationale avec des grandes lignes qui sont bien définies. Bon, et pour cela, il faut avoir une autre autorité des systèmes d'information de santé, donc qui vraiment se penche sur la validité des systèmes qui sont dans l'écosystème et aussi d'établir des normes et standards. Le parc de serveurs nationaux, ça c'est l'infrastructure. L'interopérabilité des systèmes numériques de santé, ça c'est un élément clé. On ne peut pas avoir, par exemple, une compagnie qui vient avec son système pour gérer tout un pays. Il faut des compétences diverses et avoir une interopérabilité entre ces différentes compétences. Donc, il y a l'inclusion aussi de tous les acteurs de la santé et des usagers. Et puis, il y a des accompagnements juridiques qui sont très importants, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la protection de la souveraineté des données médicales, mais aussi de la protection des données personnelles. Et là aussi, des fois, il y a un peu de retard par rapport un peu à cet aspect juridique. Donc, au niveau de la gestion de la santé publique, les défis, c'est l'intégrité des données échangées, l'uniformisation et standardisation des collectes de données, l'inclusion des données de structures privées dans l'écosystème. Parce que là, on a tendance tout le temps, ces projets sont financés du côté public, donc on oublie le privé, alors qu'il y a une bonne partie de la population qui est prise en charge par les activités privées. La vulgarisation des statistiques auprès des acteurs pour leur montrer l'importance de ces données. Parce que si on produit des données et puis qu'on ne les exploite pas, à ce moment-là, l'intérêt, la motivation ne sera pas là. Et ça, c'est très important. Et aussi établir des benchmarks de référence par rapport aux performances. Qu'on puisse savoir en lisant les chiffres, ah, on est en bas, on est en haut, bien on est ceci. Bientôt, bientôt. Donc, gestion des structures de santé. Donc, les défis. Sélection du système numérique de santé. Vous prenez un directeur d'hôpital, directeur de structure, qui est approché par une organisation, une compagnie qui veut lui offrir un système d'information médicale. Le problème, c'est qu'il n'a aucune formation, il n'est pas connaisseur pour prendre une décision. Il ne peut pas faire un choix. Et ça, c'est important. Une fois que la direction nationale est prise et puis qu'on a une bonne idée de comment informatiser, de former ces différents acteurs qui vont prendre des décisions pour leur structure, pour reconnaître ces différents systèmes, quels sont les composants, et ainsi de suite comme ça. Maintenant, il y a l'adaptation du système numérique de santé au processus organisationnel. Et ça, c'est extrêmement important. Un système peut être excellent en Europe, en France, et être utilisé par 3 ou 4 structures qui vont faire des témoignages très émouvants sur vraiment la validité du système. Et ça ne garantit pas que ces systèmes vont marcher chez vous. Pourquoi? Parce que vos réalités sont totalement différentes.
Bon, et il y a aussi la gestion du changement avec l'implication de tous les acteurs. Il y a notre sociologue qui nous a parlé, disons, un peu de cette peur du changement, mais sur le terrain, il est réel. Les gens, dès qu'ils entendent du système, ils tournent la tête. Ils ne veulent rien savoir. Donc là, c'est comment, avec le management, arriver à changer un peu les mentalités. Donc, et élément important, ils doivent adapter leur management. Bon, prestataires de services de santé, donc eux, ils doivent s'adapter au changement. Établissement de la hiérarchie des données du dossier patient électronique, garantie sur la confidentialité du dossier, gestion de la transition papier électronique, ça très rapidement. Hein. Le plus gros problème qu'on rencontre dans les structures, c'est qu'ils ont déjà des règles, des registres, du papier qu'ils doivent remplir par rapport à certains actes. Vous venez, vous leur présentez le système fait à peu près la même chose, mais ils ont toujours l'obligation de remplir les registres et de remplir des formulaires. Donc, s'il n'y a pas, à un moment donné, un moyen de gérer cette transition, ils ne vont jamais utiliser le système électronique parce que c'est une double tâche. Et ça, je suis obligé, excuse-moi Dorothée, je suis obligé, il faut qu'on s'arrête parce qu'en fait, on va, non, je m'engage personnellement, on va organiser une conférence spéciale sur la e-santé, d'accord? Monsieur Boukhani, il est là comme directeur du CHU, je me suis engagé avec toi à faire ça. Nous avons le projet téléradiologie, c'est très important. Alors, si vous permettez, parce qu'il y a deux intervenants très importants qui vont nous dire juste bonjour. Ce sont deux experts qui vont nous accompagner dans ce projet quand même stratégique. C'est Alain Rissi qui va dire rapidement un mot, Dorothée, s'il te plaît, et Raja Ghanimi, quand même, qui est une experte marocaine, qui vont nous dire très rapidement deux mots. Et après, dans le débat de cet après-midi, je vais vraiment souligner l'importance de ce projet dans e-santé, s'il te plaît, Babacar. Non, il n'y a pas de problème. OK, donc avant de passer la parole. Babacar, on considère que tu vas piloter avec nous ce projet. C'est l'un des projets avec lesquels on sort de cette première édition du forum, c'est bien celui-là. M. Boukhani, il est avec nous dans ce sens. S'il te plaît, Hassan, rapidement, Alain Rissi et Raja, excuse-moi, Dorothée, d'intervenir. Tout à fait, et je voudrais dire… Parce que ça fait la deuxième fois qu'on chauffe le poulet. Je voudrais juste renforcer ce que tu dis. Je gère aussi bien la télémédecine que le poulet. Alors… Non, par rapport à ce que Babacar vient de nous présenter, nous ne pouvons pas aller à la couverture sanitaire universelle sans passer par ce qu'il a dit. C'est très important. Hassan. Madame, Professeur Raja Ghanimi, docteur Raja Ghanimi. Oui, bonsoir, vous m'écoutez très bien? C'est bon. Il n'y a pas de problème de son? Non, on t'écoute parfaitement. Merci beaucoup, professeur Chouili. Merci à tous les panélistes. Merci pour la qualité des présentations. Merci à Yanda, dont je suis membre, de m'avoir donné aujourd'hui l'occasion de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la télémédecine au Maroc, nouvelles conditions de pratique. Je vais faire vite parce que je sais que les participants et les panélistes sont un peu fatigués, et l'hypoglycémie, le poulet, toutes ces histoires. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le système de santé marocain est en pleine évolution, pleine mutation. Le mot de refonte, on l'entend chaque jour. Un projet royal initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, une refonte globale de notre système de santé et du système de financement à travers la généralisation de la protection sociale. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui s'adaptent à cette évolution. Donc, que ce soit structure, que ce soit prestataire et bien sûr citoyen. Donc, d'où l'importance de chercher d'autres alternatives à l'exercice classique de la médecine. Donc, la télémédecine comme nouvelle pratique d'exercice de la médecine s'impose, et bien sûr qui est une composante importante de l'e-santé
D'ailleurs, cette composante de santé a pris une part importante dans le rapport pour le nouveau modèle de développement qui a été présenté récemment par une commission chevronnée multi-experts devant Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, le mot télémédecine apparaît d'une manière très, 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 très importante. Donc, il a été prévu qu'il sera un moyen pour assurer la disponibilité des soins essentiels en proximité. C'est-à-dire là, on voit en la télémédecine une solution et une clé pour l'efficience du système global. Et la Commission avait préconisé d'organiser le processus de soins d'une manière avec un parcours de soins et la mise en place de la télémédecine comme une clé de réussite de ce processus de soins qui serait organisé. Donc, l'e-santé apparaît aussi dans la notion de dossier médical informatisé. On sait que rien ne marche qu'à travers, donc là rejoint les différentes présentations des panélistes. Donc, l'importance de capitaliser l'information, de faire un stockage de l'information, d'avoir un dossier patient, un registre médical numérique et partagé pour pouvoir réussir donc le passage vers une médecine deuxième vitesse. Donc, quels sont les outils de la téléconsultation dans un parcours de soins? Donc, merci, le Maroc a été parmi les premiers pays d'Afrique à prévoir, à mettre un cadre réglementaire de la télémédecine dans la loi 131/13, donc la loi sur l'exercice de la médecine qui a été amendée en 2015. Et elle a pris en considération l'avènement d'une nouvelle manière d'exercer la médecine. Donc, c'était son premier objectif. Donc, bien sûr, la loi a été accompagnée par des décrets d'application, notamment le décret 218/378 de 2018, qui a été amendé en 2021 après l'avènement de la COVID-19. Donc, il y avait plusieurs amendements, notamment sur la sécurité, la validité des applications, mais surtout sur le volet parce qu'il y avait la nécessité d'avoir un autre profil infirmier ou bien un professionnel de santé auprès du malade. Donc là, cette présence obligatoire d'un autre profil auprès du malade a ralenti l'extension et l'accès à la télémédecine. Donc le législateur n'a pas vu la nécessité, surtout que je vais en parler, que le citoyen marocain a un certain degré de technophilie. Donc tout le monde pense que la télémédecine est un palier pour lutter contre la pénurie médicale, que ce soit qualitative et quantitative, c'est-à-dire en nombre de médecins, comme a explicité notre panéliste qui a parlé sur la pénurie médicale en Afrique, et bien sûr quantitative, sans revenir sur la pénurie aiguë qui a été exprimée dernièrement par Monsieur le ministre de la Santé. Donc, le Maroc affiche un déficit important en professionnels de santé, notamment les médecins, avec une pénurie de moins de 32 000 médecins et moins de 60 000 infirmiers. Un constat important, c'est que plus de deux tiers futurs médecins, donc selon une étude réalisée par les chercheurs de la faculté de médecine de Casablanca, optent pour un passage à l'étranger. Donc, je n'ajoute rien par rapport à ce qui a été amplement présenté par notre collègue ce matin. Paradoxalement, l'ANRT parle d'un parc d'Internet qui est établi à 33,86 millions d'abonnés. Ça veut dire le taux de pénétration de l'Internet au Maroc est à 93,24%. Donc là, ça rejoint ce que j'ai dit. Donc, le citoyen marocain a un accès à l'Internet. Il y a aussi l'accès au smartphone. Donc là, le degré de pénétration et de conscience digitale et à l'informatique et l'accès à l'Internet, il n'est plus un obstacle. Quelles sont les contraintes alors pour réussir le passage vers la télémédecine au Maroc et en Afrique? Donc, les contraintes sont d'ordre sociétal d'abord parce que, comme j'ai dit, oui, il y a la question d'accès facile au smartphone, l'accès à l'Internet, mais l'utilisation, elle est restée toujours confinée aux conversations, aux réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, une étude réalisée par Google avec l'opérateur Jumia avait parlé d'un chiffre important que 17 millions d'utilisateurs au Maroc, donc un pays africain où le plus connecté est dans les réseaux sociaux, donc avec surtout l'accès surtout ce qu'on appelle l'Instagram et le Facebook. Donc, l'utilisation reste confinée
à ce qui est la connectivité, à ce qui est le relation sociale. Par contre, la technophonie pour utiliser pour des prestations de services, notamment de santé, que ce soit pour les praticiens et les médecins, reste une contrainte. Et il y a aussi une contrainte juridique, bien que nous soyons l'un des pays rares, comme j'ai dit, qui ont une assise réglementaire pour la télémédecine, l'utilisation de la réglementation elle-même de la télémédecine, il n'y a pas encore une intégration de l'acte dans la nomenclature des actes professionnels. Et lorsqu'il n'y a pas intégration de l'acte, donc ça retentit, ça répercute négativement l'accès à cette technique parce qu'il n'y a pas de paiement ni de remboursement. Aussi, la formation des praticiens sur les aspects pratiques de la télémédecine. Et là, je rejoins l'idée de M. Chouili de faire plus de formations, de faire plus de forums sur la question de e-santé, sur la question des aspects pratiques et éthiques de la télémédecine pour encourager les jeunes médecins et d'ailleurs les médecins qui exercent actuellement sur la facilité d'utiliser cette télémédecine. Quoique la téléexpertise et la télésurveillance commence à prendre un essor. Il y a une contrainte économique dans le sens où les médecins et les systèmes d'organisation de la santé n'ont pas un système incitatif comment pour adapter ou pour mettre en place des dispositifs techniques pour réaliser la télémédecine, notamment le forfait structure à l'instar de ce qui a été fait en France et on va y arriver. Donc, sans plus s'attarder, je vais aller directement quels sont les prérequis à mettre en place pour corriger ces problématiques dont j'ai parlé. Donc, quoique la réglementation elle est assez agile, donc au Maroc, il reste encore que seul profil de professionnels de santé utilisé à faire de la télémédecine de par la réglementation, c'est les médecins. Par contre, dans d'autres pays, leurs codes permettent aux sages-femmes et aux chirurgiens dentistes d'exercer l'activité de télémédecine. Donc, cette lacune, il faut la prendre en considération. Donc, bien sûr, la connectivité, on ne peut pas parler de la 5G sans parler d'une réduction de temps de latence, une connectivité élevée. Et bien sûr, là, ça vient avec les plateformes et la génération d'Internet, parce que je dois mal un acte de télémédecine, une relation de télémédecine avec des coupures, surtout en Afrique. Et donc, il faut travailler sur l'accès à l'Internet et sur la diminution de temps de latence, c'est-à-dire la question de connectivité. C'est un élément important. Il y a la question de remboursabilité. Donc, comme j'ai dit, il faut introduire la télémédecine, les actes de télémédecine, que ce soit la télémédecine, la téléconsultation, l'expertise, la téléassistance, la réponse médicale, la télésurveillance dans la nomenclature générale des actes professionnels. Il faut prévoir des forfaits. Il faut prévoir des forfaits, que ce soit pour le médecin requérant et le médecin requis. Donc, il faut que la réglementation et le mode de remboursement soient clairs. Il y a aussi des mesures incitatives, comme j'ai dit, des forfaits sur les médecins qui veulent faire des plateformes de télémédecine ou de l'exercice de télémédecine, bien sûr, avoir accès à des plateformes fiables, parce que là, on commence à parler de questions de sécurité et la protection des données. Donc, c'est un élément important. Il faut choisir des plateformes qui respectent cette notion. Donc là, il faut mettre aussi l'outil de régulation. Moi, j'ai mis ici des exemples excuse-moi, j'aimerais surtout que tu essaies de saluer l'assistance, car je te promets qu'on va organiser une conférence spéciale télémédecine e-santé au mois de septembre. C'est clair, là, c'est l'engagement du forum aujourd'hui. Donc, j'aimerais, s'il te plaît, et on compte sur toi là maintenant en présentiel, hein, donc pas à distance. Donc, on a convenu, donc, comme engagement de la première édition de ce forum, en fait, d'organiser une conférence spéciale. Monsieur Boukhani, directeur du CHU, il est avec nous là, et je sais que, alhamdoulilah, avec ta nouvelle nomination au niveau du ministère, donc engagement de la première édition du forum, conférence spéciale e-santé en Afrique, Inch'Allah.
Reste avec Merci, nous, s'il te merci à vous tous. Excuse-moi de te couper. Je donne rapidement la parole à notre ami Alain Rissi. Lala Rajab, excuse-moi, hein, mais j'aimerais avoir aussi ton engagement. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Voilà. important. Vous savez très bien que c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci. Voilà. Merci pour tout la... Alain Rissi, tu es avec nous? Alain? Micro. Micro, Il faut lui micro. donner l'autorisation d'accéder au micro. Hassan, micro pour Alain Rissi. Elle n'est pas connectée. Si, si, il est. Non, non. Ici. C'est pas il faut lui, fermer alors. ceci. Non, ça c'est Anas. Ah, si, si, docteur Rissi. Il est là. C'est bon. Micro. C'est bon. Voilà. Bonjour, Alain. Bonjour. Bon, Tu es toujours à Biarritz? est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le staff. Et une pensée pour Sa Majesté, dont j'ai suivi la volonté sur Vision 2020-2030, qui a donné tout le pouvoir d'aller vers l'avenir. Bon, je vais faire très simple, je ne vais pas lire mes diapos, que je vais envoyer à Mohamed Chouli, et je vais donner des trucs importants. Le départ, ça... Je pense à mon écran, que ça ne marche pas. Hein? Ah. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. J'ai eu la chance, sans le savoir, d'être dans un système mondial unique en 69, en arrivant à l'internat de l'hôpital Purpan de Toulouse. Il y avait ça, un téléphone en bois à manivelle, qui donnait accès directement à la station de Saint-Lys, qui s'occupait de téléassistance aux bateaux commerciaux du monde entier sous l'égide de l'ONU pendant 50 ans. C'est une expérimentation extrêmement prenante, stressante. Les consultations en France, vous les connaissez. Voilà, là, sont des schémas que vous connaissez. Je vais passer, sachant que je m'occupe de la Côte d'Ivoire, parce que je suis formateur et parce que j'ai un historique très particulier. La Côte d'Ivoire a des problèmes que l'on trouve dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, avec un mélange de villes extrêmement denses et peuplées et des distances rurales énormes. Quelquefois, on n'a pas de courant, ou on a peu, ou pas tout le temps. Le temps soignant, c'est le 20e de la France. Le 20e de la France, en comptant large. L'Internet a une très faible bande passante et le budget, c'est le 88e de la France, à population égale. Ça, c'est une constante qui est parfaitement incontournable. Si on zappe ça, on se plante. L'adhésion de la population elle-même est variable, mais il y a des craintes. Et il faut un intermédiaire qui est, en France, un infirmier. Pour les plus de 70 ans, c'est intéressant. Le vrai souci, c'est d'amener les patients, les usagers eux-mêmes à se brancher. Je vous rappelle que la constante financière, la population égale en France, les soins, c'est 88 milliards d'euros par an. Côte d'Ivoire, 1 milliard d'euros par an. Ça suffit à résoudre, à structurer l'ensemble des problèmes.
Là, il y a comme au Maroc, 3 niveaux, 1, 2, 3, du plus simple au plus compliqué, avec les centres santé urbains et ruraux. J'ai mis en place et suivi le principe de subsidiarité. On fait les éléments de niveau 1 en niveau 1, en 2 en 2 et en 3 en 3. On ne mélange pas tout pour ne pas doublonner, pour des questions budgétaires. Et j'ai choisi de faire ça par un système infirmier français appliqué en Belgique aussi, qui est un dossier partageable pour les infirmiers, mais les fichiers et sous-fichiers s'appellent comme on veut. Ça devient un dossier médical, dossier sage-femme, dossier de n'importe quoi. Il suffit de mettre les dénominations sur les cases, avec des protocoles concevables sur place. Alors, nous avons choisi, avec la direction du ministère de la Santé ivoirien, la téléexpertise asynchrone comme socle, pour ne pas avoir à brancher dans des populations de médecins réduites un patient divers et variés vers un médecin qui va perdre beaucoup de temps à décrasser le problème. Donc, je reste sur la téléexpertise asynchrone comme début. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il faut former intensément les gens à cette innovation et apprendre surtout la culture de la trace et de la preuve, de l'analyse de la réflexion. Ce système est modulable. Le point important, c'est que tous les gens à qui le patient peut donner accès par délégation ou pas, peuvent se brancher sur un dossier unique, avec un système de transmission crypté et un archivage complet de la trace du soin engagé par une formation permettant une évaluation. La formation avec évaluation, en France, ça s'appelle le développement professionnel continu. C'est quelque chose qui a été inventé comme la certification des cliniques ou hôpitaux, de la même façon. Et là, nous sommes dans un système de montée en charge. J'ai choisi la cardiologie et la diabétologie comme première instance, avec les CHU, des satellites qui sont des centres de santé urbains ou ruraux et des hôpitaux, parce que cela permet de mettre en place un système central, une architecture centrale d'experts avec une toile d'araignée déjà existante d'une bonne douzaine de sites. C'est en place, ça fonctionne. Le point important, c'est que le niveau 2 hospitalier fait des télé-ECG. La suite, c'est bien sûr de normaliser avec des protocoles. Plus il y a de protocoles, plus il faut être proactif. D'où l'idée d'aide cognitive, informatisée, embarquée sur smartphone, pour préparer à l'IA et à l'extension après à d'autres disciplines. Les objets connectés demanderont un filtre. L'IA est un filtre. J'ai choisi le premier aide cognitive numérique de France primé par la Société d'anesthésie française, qui est quelque chose de personnalisable à loisir. On met toute une certification de clinique dans son smartphone. L'acculturation stratégique est importante parce que pour traiter les données en big data, data mining, il faut avoir des données fiables, complètes et réelles, sincères. En France, la frange d'incertitude dans les hôpitaux est de plus 10
moins 10%, donc un couloir de 20% dans la pratique du recueil de données créées par des gens qui ne savent pas exactement à quoi ça sert dans les hôpitaux français ou cliniques. L'important, c'est de pouvoir évaluer. Donc, la formation se fait dans un système de type évaluation EPP français, c'est en cours, permettant d'arriver à la fin, ce que je compte faire maintenant, la téléaccréditation établissement de santé. Ça permet à terme la satisfaction des besoins de population que l'on connaît et de financer au plus juste. Quand on n'a pas suffisamment de moyens, il faut être économe à fond, quelle que soit la dimension. Quand on a un prix de journée à 1 000 € et qu'on dépense 1 100, on est mal. Quand on a un prix de journée à 100 € et qu'on dépense 110, on est quand même aussi mal. Donc, la tenue du budget, c'est pour moi, dans ma culture d'ailleurs, le premier réflexe à avoir. Et là, la solution, c'est la plus économe des budgets sociaux de la nation. Merci beaucoup.